bonsoir. Est-ce qu'il est possible, pendant quelques secondes, de ne plus faire de bruit? Parce que la meilleure façon de comprendre la connaissance primordiale, c'est avant tout de faire le silence. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, pour la 3e fois. Je vous remercie d'être là et de pouvoir partager avec moi un sujet difficile à aborder, que je vais aborder sur l'aspect de mon expérience de vie et sur l'aspect métaphysique. Le déroulé de cette soirée, il est, je ne sais plus quelle heure il est, mais enfin, en tout cas, il est 9h15, 9h20, c'est ça ? 10h moins 10. 10h moins 10. Alors, le déroulé de mon exposé, en tout cas de mon partage avec vous, va durer à peu près 1h20, en tout cas, à peu près, avec 45 minutes de débat, s'il y a débat, évidemment. Je souhaiterais, pendant que j'interviens, puisque c'est un sujet qui est difficile à aborder, tant les aspects sont sur plusieurs niveaux, à la fois psychologique, métapsychologique, humain et exo-humain, de marquer vos questions plutôt pour la fin. Voilà. Parce que c'est un sujet qui est tellement large, je ne prétends pas avoir la vérité, donc on peut vite rentrer dans un débat et des polémiques. En tout cas, l'histoire est de partager avec vous et d'avancer un peu plus sur la clarification de qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience pour vous personnellement, et est-ce qu'il y a une issue à la sortie du mental? Est-ce que le mental est une issue qui est accessible pour chacun? Est-ce qu'on peut le traverser et découvrir autre chose qu'on appelle la modification du champ de conscience? Alors, pour répondre à Marc, je vais commencer par 3 citations dont certains d'entre vous connaissent, mais qui vont cadrer la soirée. Ça sera une citation de George Orwell, une citation d'Isaac Asimov et une citation d'une parole hindouiste qui va mettre le parfum de la soirée. La première, c'est de George Orwell. En période d'imposture universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. La deuxième, donc Isaac Asimov, dont le bouquin Le meilleur des mondes. Quand la stupidité est considérée comme du patriotisme, il n'est pas bon d'être intelligent. Et une citation hindouiste que j'aime beaucoup, que je mets à toutes les sauces, mais celle-là je l'apprécie. Le jour où tous les hommes marcheront à 4 pattes, ceux qui marcheront debout seront considérés comme des anormaux. Alors, vous avez vu dans l'introduction que beaucoup de choses sont dites. Et je trouve que finalement tout a été dit dans l'introduction. Mais néanmoins, quand on parle, c'est différent. Parce que pour moi, le mot, le son, c'est le verbe. Et quand on est sincère, quand on parle, il y a autre chose qui se passe dans la relation. Il est incontestable que, comme le disait Marc, et comme vous le savez tous, que nous sommes sur un échiquier où se déroulent des jeux de prédation à multiples niveaux, dans le niveau le plus grossier comme dans le niveau le plus subtil. Des scénarios qui se répètent depuis des années sur la formule de manger, être mangé. Ce qui fait que nous vivons dans un monde de plus en plus mécanisé, froid, humide, inorganique, qui nous dit sans cesse ce que vous avez vu en introduction, ce que vous croyez la norme est une illusion. Ce que vous croyez savoir n'est qu'un programme, ce que vous croyez vrai ne l'est pas. Depuis que je suis petit, je cherche à être hors des sentiers battus. Et le maître mot pour moi, qui est en correspondance avec cette recherche sur la connaissance primordiale, c'est le mot régénérer et renaître. Générer de nouveau à la grande vie. Ce sentier caché de cette connaissance primordiale m'a toujours posé cette question. D'où
tirons-nous notre réelle origine? Évidemment, cette question est vaste et demande à être dans une très grande vigilance. Le qui suis-je est une nécessité vitale. Et il est bon d'être en colère juste face à un système qui nous emprisonne dans une matrice interne et externe, dans une force de sommeil, de mécanicité, de répétition et d'oubli. Il faut sans cesse répéter ce qu'on pourrait approcher de la vérité comme un immense coup de pied dans ce décor de théâtre qui nous emprisonne tous. J'appelle ça depuis longtemps le crime contre le soi. Le crime contre le soi, comme c'est tragique d'être esclave. Ces photos sont vraies. Elles ont été photographiées au Jardin des Plantes à Paris, au temps des grandes colonies. Vous y voyez les tribus amérindiens et d'autres tribus qui sont bien plus en avance que nous, les civilisés, qui étaient vus comme des os en cage. Comme c'est tragique d'être esclave, mais c'est ce que nous sommes actuellement. Sauf que le système est suffisamment pernicieux pour nous faire croire à notre liberté. Que c'est tragique d'être esclave quand on confond le mot conscience avec l'état habituel qui est un état de sommeil et qui nous font oublier la perspective suprême de la conscience et de la définition de l'humain, humus, qui est de s'appuyer sur la matière pour dépasser sa dualité interne. Mais je vous pose la question, comme un immense coup de pied, jusqu'à quel degré nous allons nous dégénérer? Jusqu'à quel degré nous allons devenir des hommes et des femmes éprouvés, amnésiques, et qui oublient de plus en plus? Le plus fort pour moi, c'est cette question actuelle. Je l'ai toujours dit avec Mars, c'est que nous devons avancer chacun. Mais avancer, non pas dans l'espoir de modifier ou de participer à quelque chose qui pourrait évoluer sur cette planète. Nous parlons bien de lignes de temps. Nous devons avancer avec notre conscience pour rejoindre une autre ligne de temps. Et soit nous travaillons sur notre conscience, ou soit on revient à la ferme des animaux. Vous comprenez que l'enjeu de cette connaissance primordiale est au plus profond de nous, au fond du fond et au-delà du par-delà. C'est cette voix intérieure, de plus en plus silencieuse, qui nous fait comprendre combien nous sommes sous hypnose et combien ce plan est machiavélique. Le gnosticisme, les gnoses, disait le coupable, Yannabaot, l'archonte, le démiurge. Et la question est importante. Enfant, on me parlait souvent du firmament. Et quelques semaines après, j'ai regardé son étymologie. Le firmament en étymologie, ça veut dire vaste dôme. Je ne pensais pas alors approcher une certaine vérité. Et le mot du réveil fut métanoïa, donc vous connaissez le terme grec, qui veut dire transformation totale de la mentalité. Et quand on parle de sacrement dans les traditions d'origine, sacrement veut dire ce qui rend le mental sacré. Regardez juste ces deux phrases. Mettez-les dans votre cœur et non pas dans votre intellect. Si le mental meurt, si mon mental meurt, la conscience apparaît. Être libre du passé, c'est être libre maintenant. Je sentais que ces paroles venaient du cœur de la plus haute métaphysique des origines. Et j'entendais, et nous pouvons encore entendre le battement encore faible de la tradition. L'ombre gigantesque de l'initiation et l'ombre gigantesque d'une connaissance primordiale.
cet héritage a été déformé, est devenu en miettes, a été récupéré et manipulé par des siècles d'hégémonie, à l'exemple des 4 siècles d'hégémonie romaine qui ont à la fois brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, assassiné Hypatie d'Alexandrie, qui était la gardienne de ce temple, et qui ont déformé le passé. Voilà les 3 triangles que je vais vous indiquer. C'est cette vision-là qu'on doit avoir tous. Parce que nous sommes déjà dans la profondeur. Vivre le ici et maintenant d'une autre manière, voilà ce que nous dit cette connaissance primordiale. Retrouver une dignité vitale. Restaurer une base métaphysique. Découvrir l'histoire cachée du monde et découvrir les outils et les moyens. Notre sortie possible pour retrouver une autre dynamique est dans ces 3 mots. Changement de notre ligne de temps, le libre arbitre où nous devons remettre les règles du jeu de la vie et l'imposer, et se déhypnotiser, se déséduquer, quitter les peurs. Une autre triangulaire aussi, le vrai soi. Qu'est-ce que le soi en vous? Qu'est-ce que la nature de la réalité? Qu'est-ce que la distorsion? Alors, l'histoire de la connaissance primordiale. Quand j'étais plus petit, j'ai vu un haïku, qui est un poème japonais. Ce haïku disait, en tout cas je ne vais pas vous le dire, mais je le cite de mémoire, « Goutte d'eau sur un lac immobile, goutte d'eau qui provoque des spirales. » Ce qui est important à savoir, c'est que pour comprendre le battement du cœur de la connaissance primordiale, il faut quitter sa vision linéaire de la vie et avoir une vision sphérique. Une vision sphérique qu'ont, par exemple, toutes les philosophies orientales. Parce que dans mon cursus, je suis resté longtemps dans les passerelles à créer entre la psychologie occidentale, la philosophie orientale et la physique quantique. Si on commence à ressentir ce qu'est la vision sphérique, on se rend compte que tout est dans le ici et maintenant, et que tout dans le ici et maintenant est le soi qui contient toutes les mémoires et qui contient tout le futur. Et si vous voyez bien, finalement, ces gouttes d'eau qui sont sur le lac, elles forment ce que j'appelle des lignes de vie, des lignes de temps qui s'entrecroisent à l'infini. Et on peut prendre notre ligne de temps qui est ici, petite parcelle, et voir ce qui s'est passé. Cette ligne de temps, on ne peut pas la mesurer avec nos visions linéaires. Qu'est-ce que c'est que 200 000 ans, 300 000 ans, 500 000 ans, 600 000 ans, voire 50 000 ans? Il y a eu, dans cette vision sphérique, tout est dans une vision sphérique, d'autres civilisations avancées avant nous, et qui ont reproduit la même chose dans un cercle infernal. Il y a eu, sur notre ligne de temps, d'autres civilisations avancées dont on a hérité certaines choses. L'énergie libre, la géométrie sacrée, l'ordre cosmique, la conscience, l'antigravité, les pouvoirs paranormaux. Nous sommes issus dans nos cellules, de cette mémoire-là. Et en même temps, dans nos cellules, habite aussi ce que j'appelle la distorsion. La distorsion, on appelle ça le schisme. Le schisme, c'est le fait qu'il y ait eu dans l'histoire humaine une perception déformée et faussée de l'humain. Les gnostiques parlent de l'Adam et Adam et Anthropos.
Andropos, c'est la première forme humaine qui a été génétiquement manipulée. Donc, il y a eu dans notre histoire humaine, pour comprendre la connaissance primordiale, une fausse réalité qui a piraté la réalité humaine qui existait auparavant et qui existe toujours. Je le répète. Il y a eu dans notre histoire, et c'est très important à comprendre pour comprendre comment la connaissance primordiale a été mélangée dans le vrai et le faux, une fausse réalité ayant piraté une réalité humaine qui existait auparavant et qui existe toujours dans nos mémoires. Ce qui veut dire que nous sommes le symbole de cette ambiguïté-là. Nous sommes à la fois appelés vers autre chose qui dépasse notre mental et nous sommes en même temps prisonniers de cette distorsion. Alors, pour comprendre cette connaissance primordiale, il faut bien comprendre que seul, quand on commence à ne plus saisir les choses et que le silence s'installe, j'ai ma première définition à vous dire ce soir. Pour moi, la connaissance primordiale est un son non frappé. C'est le son non frappé. C'est le silence à la base de tous les bruits. Et ce silence-là interpelle les chenilles mécanisées que nous sommes devenus. Des chenilles enfermées dans le temps par la naissance et la mort, enfermées dans l'espace par la distance et la séparation. Quel lien existe-t-il entre ce soi profond? Quel lien existe-t-il entre ce soi profond et notre réalité d'aujourd'hui, où nous sommes enfermés de plus en plus dans un mental et un fonctionnement de ce mental de plus en plus délirant qui nous enferme, nous renforce dans la dualité? Une petite parole d'Alan Poe. Tout ce que nous voyons ou croyons n'est qu'un rêve dans un rêve. Et est-ce que vous vous rappelez du film Matrix? As-tu déjà fait ce rêve, Néo, qui semble plus vrai que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu pour distinguer entre le rêve et la réalité? Ma définition, c'est que nous sommes dans un rêve qui dure, qui s'efforce à nous faire croire que ce rêve est une réalité. Et pourtant, la seule chose que je peux dire sur cette connaissance primordiale et sur toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est que cette conscience est là, identique, éternelle, encore accessible, parce que notre ADN a cette mémoire-là. Cet ADN qui est tellement intéressante pour tout ce qui est la manipulation génétique. Cette conscience ne pouvait ne pas être là avant votre naissance. Si le mental meurt, la conscience apparaît. C'est la connaissance de cela qui, une fois connu, fait que tout le reste est connu. Comment partir de cette base? Comment pressentir cette connaissance primordiale? Elle ne peut que se pressentir, et c'est pour ça que j'axe aujourd'hui, ce soir, là-dessus. Cette connaissance primordiale ne peut pas être compréhensible, elle ne peut être que vécue par votre propre vie. Parce que nous voyons mal, nous avons une fausse connaissance, nous avons une fausse vision. Cette distorsion, ce schisme dont on pourra parler pendant le débat, a provoqué une illusion d'une matrice qui s'étend au-delà des 5 sens. Et n'oubliez pas qu'aveuglement ne veut pas dire aveugle. Aveuglement, ça veut dire qu'on voit mal. Et pour commencer, il faut savoir que se réveiller de la manière dont on a conçu l'existence, c'est quoi? C'est quoi?
c'est de prendre conscience des profondes croyances que l'on nous a infligées dans nos cellules. Là. Les premières choses qu'on nous a fait croire, nous, êtres humains, libres, conscients, parfaits, dans le ici et maintenant, on nous a fait croire qu'il fallait souffrir pour évoluer. Souffrir pour évoluer dans un cycle infini, balayé par l'amnésie. On nous a fait croire qu'il fallait aller vers la lumière à notre mort. Une forme. Une forme qui attire l'âme. On nous a fait croire aussi qu'il fallait être heureux par l'apicratie. On nous a fait croire qu'il fallait absolument maintenant faire de la pleine conscience. Faire de la pleine conscience pour mieux encore s'adapter à ce monde. Voilà, ça ce sont des croyances. Ce sont des croyances qui nous font croire que nous pouvons encore nous adapter à ce monde. Mais ce monde, je vous l'explique, ce monde, grosso modo, ressemble à ça, alors que nous sommes nés de l'infini et nous allons vers l'infini. Ce monde s'installe dans une technologie, un système électromagnétique de clonage et d'hybridation pour mieux encore nous renforcer dans notre verrouillage. Ce monde arrive avec un rouleau compresseur qui s'appelle le transhumanisme, qui est le pouvoir et la fusion de l'homme avec la machine. Ce monde continue ses rituels de magie noire. C'est une réalité. Mais cette réalité-là ne veut pas dire qu'il faut désespérer. Alors, sur ma définition de la connaissance primordiale, après toutes les années de recherche que j'ai pu faire, je me suis plutôt orienté au départ sur l'Empire Paradis, sur une nostalgie d'un âge d'or. Mais je n'ai pas trouvé de preuve tangible à ça. Ma définition de la connaissance primordiale est plutôt une condition état spirituel préterrestre. Écoutez bien, condition état spirituel préterrestre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de toute façon, s'il y a eu un âge d'or, celui-ci ne fut pas unique. Car la première chose que j'ai appris, c'est qu'il fallait non pas voir la vie d'une façon linéaire, mais de la voir d'une façon sphérique. Comprendre l'univers d'une façon sphérique, c'est de ne plus voir les causes à effet, l'espace et le temps et la temporalité. Voir l'univers d'une façon sphérique, c'est de comprendre que nous créons à chaque instant, par notre formation mentale, le Big Bang. Nous créons l'univers à chaque instant, parce qu'à chaque instant, notre cerveau crée le monde que l'on voit. J'irai plus loin, si vous voulez comprendre le schisme et la distorsion. Le subconscient cosmique a changé les informations, qui a fait que nous décodons ce que nous prenons pour une réalité, qui est en fait une illusion supplémentaire. Nous sommes donc dans un mécanisme impitoyable de cycle, et c'est là-dessus que j'interviens. C'est que cette tradition primordiale nous parle vraiment de la sortie du cycle. Et ma définition autre de la connaissance primordiale, c'est un espace avant la connaissance. Un espace avant la connaissance. Pourquoi ? Parce que tout est inscrit dans nos cellules. Un espace avant la connaissance. Tout est inscrit dans notre cellule. C'est pour ça que nous avons une sorte de nostalgie, d'une certaine forme de ligne de temps où les choses étaient dans la conscience et que nous éprouvons de la souffrance sur cette planète où on nous a jetés. Alors, la connaissance primordiale nous a légué des allégories, nous a légué beaucoup de choses. Et évidemment, ce soir,
vu le cadre, je ne pourrais pas tout expliquer, mais j'ai choisi des petites choses. J'ai choisi une métaphore qui explique vraiment les choses. Est-ce que, quelque part, le but de cette matrice, qui est en train de se développer dans une autre matrice, qui va renforcer encore plus la coupure avec le lien d'origine, nous sommes-nous pas des prisonniers dont le mot libération ne fait même pas vibrer? Est-ce que le mot libération vous fait vibrer? Et de quoi vous voulez être libéré? De quoi est ce que veut dire un être humain libéré? Tout ça est expliqué là-dedans. Ce dessin explique que sans répondre à cette mémoire vibrante d'origine, nous sommes dans un désaxement et un déboussolement. Ce dessin nous dit aussi que les particules qui nous constituent, en fait, elles nous expliquent le but même de la vie. Votre travail intérieur va pouvoir augmenter en fréquence les particules de votre corps, parce que ces fréquences vibratoires que vous allez induire dans vos particules est la seule façon de sortir de tous les lieux intermédiaires après votre mort. Et de quitter toutes les formes. Vous voyez, c'est une métaphore. Cette métaphore, qu'est-ce que c'est que la métaphore? C'est simplement, par le visible, dire l'invisible. Tout à l'heure, je vous montrerai une allégorie. Pensez-vous 150 000 ans à 200 000 ans d'une humanité qui a été remplie de civilisations avancées? Forcément, nous avons un mécanisme héréditaire en nous, même si notre ADN est verrouillé. Mais c'est encore possible d'entendre le son et la parole de cette mémoire. Parce que cette conscience ne peut pas être manipulée. Cette conscience, elle est celle qui est le début et la fin. Les œuvres amérindiennes, africaines, de 10 à 15 000 ans, parlaient déjà à l'époque de la constitution de l'être humain dont je vous parlerai après. Ils parlaient de la survie après la mort, mais pas de la survie dont on peut parler avec la lumière blanche. Ils parlaient de la survie, de comment sortir de toutes les formes pour retrouver un néant qui est un plein. Regardez bien ce dessin, le cercle. Rien n'est plus simple qu'un cercle. Regardez bien, juste une phrase. Si vous la saisissez en vous, vous l'imprégnez dans votre cœur et dans vos cellules, vous avez compris. La vie est un mouvement sur un fond d'immuabilité. La vie est mouvement sur fond d'immuabilité. Nous sommes nés dans et de l'infini. 3 phrases clés. Ce dessin le dit. Il y a d'innombrables naissances et morts, mais finalement il n'y a ni naissance ni mort. Pourquoi? C'est ce que je redoutais, Marc. La chute des feuilles, c'est l'automne. Il y a d'innombrables naissances et morts, mais il n'y a ni naissance ni mort. Tout est une question d'intention. L'intention, c'est ce qui va enfermer la conscience à différents degrés de ce que vous souhaitez. L'intention va focaliser la conscience dans son sens le plus large ou dans son sens le plus étroit. Vous pouvez demander à votre conscience de devenir un robot organique. Pour ça, il n'y a qu'à suivre, être un parfait mouton de la distorsion dont je vous parlais. Cette connaissance primordiale nous indique qu'il y a d'innombrables naissances et morts, mais il n'y a ni naissance ni mort. Deuxième phrase. La conscience pure n'est jamais née et ne mourra jamais. La vie continue
sous une forme ou une autre. Alors regardez ce dessin encore. Imprégnez-le pour qu'on en parle tout à l'heure. Sentez combien, en le regardant, il est possible que vous puissiez ressentir un chemin qui vous conduit vers le non-né, non-fait, non-devenu, non-composé. Je vous répète que les anciens, les plus éclairés, savaient que cette réalité était cyclique et non linéaire. Ce dessin nous indique clairement, à nous, enfermés dans des camisoles psychochimiques, électromagnétiques, pharmaceutiques, etc., les anciens nous ont légué un rapport avec la Terre au niveau du cosmotellurisme. Ils nous ont surtout enseigné le vrai état vibratoire, que chacun doit travailler, doit vous conduire en deçà de la lumière après votre mort. Cette conscience doit être suffisamment forte pour que vous ne soyez pas hypnotisés comme des lapins dans une phare à voiture par cette lumière qui vous attire à renaître de nouveau pour servir de pile. Tout est dit dans ce dessin. Et ce cercle-là m'indique une chose. C'est ma deuxième définition de la connaissance primordiale au niveau de sa métaphysique. C'est pouvoir être là où il n'y a rien. Être là où il n'y a rien, c'est d'accepter de faire le saut dans un vide absolu parce que vous êtes assez fort dans votre vie. Parce que vous êtes assez fort dans votre vie pour avoir compris que la vie est un jeu dans la matière et qu'il s'agit de vous défasciner des formes, de vous déhypnotiser, de vous désidentifier de toute forme subtile ou grossière et de bien comprendre que votre pensée est la plus basse vibration qui existe sur cette planète, que vos émotions qui viennent du passé, c'est ce qu'il y a de plus bas au niveau vibratoire. C'est comme ça que chacun subit son passé. À quel degré êtes-vous dans votre relation à vos émotions du passé? À quel degré vous êtes à votre niveau cognitif? Quelle soif avez-vous pour vous transformer? La transformation, vue par la connaissance primordiale, veut dire transformer. Dépasser la forme. Dépasser la forme. Et on ne peut pas changer en restant le même. Personne n'a vu un papillon avec des morceaux de chenille. Ce dessin, assurément, nous montre deux choses. Il nous montre que notre état initial est un état de béatitude, un état de perfection. Il nous montre aussi un deuxième niveau. Un deuxième niveau, c'est l'identification à notre corps. Toute notre vie, alimentée par cette fine pointe de la connaissance primordiale, nous indique deux choses. Comment se réconcilier avec son corps qui a toutes les identifications et les mémoires du passé, qui nous enferme dans la limitation, la distance, la temporalité. Comment faire le lien entre ça et l'infini? Je vous donne un symbole qui a été d'un sage hindou qui parlait d'une jarre. Il disait qu'en fait l'être humain était comparable à une jarre. À l'intérieur, l'air est le même air qu'à l'extérieur. Pourtant, cette jarre croit qu'elle est vraiment ce qu'elle est et que l'extérieur est une menace pour elle, donc elle doit se protéger. Mais si on brise la jarre, l'air est le même. C'est la symbolique même de la vie. Voici un autre exemple que vous connaissez tous. Je vais bientôt faire tomber d'autres feuilles. C'est la saison. Vous allez voir ce dessin qui est donc la caverne. Oui, c'est l'automne. Avant de passer à réveiller la tradition endormie, je ne pouvais pas m'empêcher
que cette connaissance primordiale nous a légué aussi cette notion de triade. On peut interpréter cette allégorie. Alors, cette allégorie n'est pas ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'allégorie, elle explique par un dessin quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce dessin, alors que l'autre, c'était vraiment le dessin lui-même. Cette allégorie nous explique deux choses. C'est que nous vivons dans une fausse matrice, mais aussi elle illustre aussi comment l'être humain doit se déhypnotiser, se défasciner de son moi. La triade qu'expliquait la connaissance primordiale, je vous l'avais déjà fait en première séance, je vais la faire rapidement. C'est pour bien comprendre comment s'articule notre corps. Vous avez tous entendu parler du corps, de l'âme et de l'esprit, mais ce sont pour moi des mots qui sont trop sujets à débat. Je vais pourtant vous parler plutôt du corps physique, du corps subtil et du corps causal. Le corps physique a son double, qui est le corps éthérique. Ce qu'on appelle l'âme, qui est le corps subtil, en fait, c'est l'alliance entre le prana qui vient du cosmos, qui nous donne de l'énergie, et ce qu'on appelle le corps mental, qui sont les émotions et les pensées. Donc tout de suite, vous voyez combien l'être humain est influençable. Il est influençable pour lui-même, il peut se créer sa propre prison interne par ses propres pensées, autosuggestion. Il est influençable aussi par la matrice qui l'entoure, il est influençable par tout ce qui est constellation cosmique, etc. Mais là-dedans, où est le corps causal, c'est le soi profond. C'est là que se joue l'enjeu de notre manipulation. Il y a juste un mince filet en nous, qui est la résonance avec la connaissance primordiale, qui est là. Ce corps causal nous fait le lien avec le corps mental, comme un mince filet. C'est ce qu'on appelle notre capacité à prendre du recul sur les choses. Exactement ce point que nous avons inscrit en nous à la capacité de voir le soi en toutes les formes. La capacité à ressentir le soi dans toutes les formes. Tant qu'on aura cette possibilité, l'être humain pourra sortir de l'amnésie où il est. Le jour qu'on aura supprimé ça, l'être humain deviendra un robot organique. On n'est pas loin. Alors, ma troisième partie, je vais vous raconter une histoire. Je vais reprendre 3 exemples, ou plutôt 2. En fait, je vais vous parler de l'écran blanc, de la mer et des vagues, et des boutons d'encens, des bâtons d'encens, pardon. Les anciens, pour expliquer ce qu'était l'illusion et la réalité, prenaient un bâton d'encens, l'allumaient dans la nuit et faisaient des cercles. Nous voyons un cercle que nous prenons vraiment pour un cercle, mais il n'existe pas. Notre vie, c'est ça. Le jeu d'origine, c'est ça. C'est de comprendre comment on s'articule dans une illusion pour apprendre à jouer dans la matière, dans la dualité et rejoindre l'unité. Tout paraît clair. La distorsion est venue s'immiscer. Elle est venue s'immiscer entre nos soi profonds et le monde manifesté. Ce bâton d'encens a été fabriqué artificiellement pour nous faire croire à une illusion qui fait qu'on ne peut pas évoluer. Le jeu d'origine, c'est cette correspondance entre le fait de s'appuyer sur le réel, de comprendre comment notre fonctionnement duel nous imprègne et comment pouvoir le dépasser. L'écran blanc. L'écran blanc. Prenons un vieux cinéma des années 60-70, un écran blanc, un projecteur et une lumière. Tout est dit. Peut-être que, autant il y a 200 000 ans, on aurait pu utiliser cet exemple. Peut-être.
C'est si simple. L'écran blanc représente votre soi profond, qui a toujours été présent, votre état parfait, vous à l'état pur. La lumière, c'est l'énergie, la Shakti, comme disent les hindous, cette énergie que vous allez utiliser avec votre libre arbitre. Elle arrive parce que vous pensez à un certain niveau, elle s'offre à vous et vous en faites ce que vous voulez. Le film correspond à votre vie, votre passé à vous, toutes les illusions que vous mettez sur cet écran blanc. Voilà votre vie. Vous mettez sur un écran blanc toutes les souffrances, tous les questionnements, toutes les problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques, alimentées par cette matrice qui fait croire que quelque part la vie est une souffrance, dans la culpabilité, etc. C'est une connaissance métaphysique importante. L'écran blanc est toujours là. Si votre film casse, l'écran blanc est toujours là. Si l'écran blanc disparaît, tout disparaît. Il y a une chose importante là-dedans à comprendre. L'être humain est clairement un lien entre le ciel et la terre. La cristallisation de l'âme est le point le plus important. La cristallisation de l'âme. C'est de prendre conscience que dans cette matrice, nous ne sommes que des machines à réagir. Nous ne savons pas vraiment qui on est. On s'agite dans une mer agitée et on s'accroche à quelques rochers. La cristallisation de l'âme, c'est votre capacité à chacun de pouvoir créer une autonomie stable en vous, une autonomie qui voit par-delà de l'au-delà. Et je rejoins un autre symbole de l'arbre de vie. L'arbre de vie est simplement un espace d'autonomie que vous allez construire en vous, défasciné du passé, déconditionné du passé de la distorsion. Cet arbre de vie, vous allez lui donner des nourritures d'impression émotionnelles, physiques et mentales qui vont contribuer à vous faire évoluer, à quitter votre culpabilité, à prendre conscience que votre plus grand devoir, c'est de vivre au plus proche dans l'instant présent, afin qu'à votre mort, ce ne soit pas le mental qui ait peur de la mort. La mort et la naissance n'existent pas pour la conscience en vous. Regardez la mer et les vagues. Regardez la mer et les vagues. Chaque vague pense qu'elle est une vague. Mais finalement, que se passe-t-il? Chaque vague rejoint la mer qui représente un océan sans fond et sans rivage. Cela s'illustre parfaitement avec ce dessin. Dans les écoles hellènes de Pythagore, on parlait du mot epom, E-P-O-P-M-E. En fait, il parlait de la vision au-delà de la matière sensible. Et vous comprenez une chose importante, c'est que cette vie promise par tout l'héritage cellulaire de la tradition haute et métaphysique que nous portons encore en nous, nous demande un autre mécanisme locomoteur, émotionnel, physique et mental. Il nous demande de ne pas avoir peur du nageur qui s'échappe du rivage. Il nous pousse à un mécanisme émotionnel, physique et mental inhabituel, qui force votre besoin de sécurité d'aller un peu plus loin que vos simples fascinations, identifications à vos émotions, à vos pensées et à vos habitudes corporelles. En fait, ce dessin illustre le combat pour sortir de la dualité. Sortir de la dualité, c'est aussi sortir
de la matrice. Parce qu'une chose est évidente, c'est que le démiurge n'a pas la capacité créatrice, il n'est pas créateur, il n'a pas l'énoïa, comme on disait, les gnostiques. Seul l'être humain a l'énoïa, la capacité de création. Et nous sommes extrêmement puissants. Nous sommes capables de rejoindre deux infinis, même si c'est un peu faux ce que je dis. Deux infinis, l'infini de l'espace et l'infini du temps. Plus précisément, l'éternité du temps et l'infini de l'espace. À quel niveau votre conscience s'identifie ? À chaque instant, il se passe ça. Vous avez le 0. Et le 1. En Inde, on parle du Brahman passif et du Brahman actif. Le 1 fait 2 et 3, qui essayent de trouver un intermédiaire. Et l'ensemble crée la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelque part que la matrice nous enferme là-dedans. Elle est incapable d'aller plus loin. Cette matrice est incapable de nous faire quitter la dualité si nous avons uniquement ce processus de conscience. Nous sommes capables, en nous, à travers notre vie ordinaire, à travers notre propre pensée, de créer une collusion entre l'infini de l'espace et l'éternité du temps. Il suffit de travailler sur son temps à soi et sur son espace à soi. Regardez, réveillez la tradition endormie. Ce que mes simples mots ce soir sous-tendent, c'est qu'il faut être aussi fort que cette plante. Parce que l'homme vient d'ailleurs. Réveiller la tradition endormie, c'est bien prendre conscience des mystères qu'on appelait les grands mystères à l'époque, qui sont valables encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous, qui sont vraiment contemporains, pour réfléchir à comment sortir de ma prison interne. Je vais vous en citer quelques-uns. Le grand mystère de l'unité. Aristote parlait de métaphysica, au-delà du visuel. Ce qui veut dire quoi ? Que chaque particule contient l'univers en entier, de la même façon que l'univers contient toutes les particules. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce mot ? Rendez-vous compte que chacun, par votre libération et votre travail interne, vous êtes en constante communication avec l'univers. Et cette matrice utilise finalement cette conception pour que vous soyez en complète correspondance avec elle par le biais de la manipulation du subconscient cosmique. Le grand mystère des rapports esprit-matière. Toutes les traditions parlent d'un non-être qui précède l'être. Pourquoi être attiré par la lumière ? La lumière n'est qu'une forme subtile. Voyez-vous l'étrange stratagème de cette matrice, de cette distorsion qui utilise des vérités pour elle, pour vous manipuler. Pourquoi être attiré par la lumière ? Parce que nous sommes programmés cellulairement pour être attirés par elle. Mais en fait, la vérité, c'est que nous n'avons besoin de rien, pas de secours extérieur, pas de main tendue, pas de forme appréciable pour pouvoir se sauver soi-même. Il travaillait aussi sur le rapport de l'espace et du temps. Il parlait de la 5e dimension. Cette 5e dimension, au-delà de la longueur, largeur, hauteur et temps. Cette 5e dimension, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est là-dessus qui vous permettra de sortir de la loi des cycles et des rythmes, et de ce cycle infernal
de naissance, mort, renaissance, mort, amnésie, renaissance, mort, renaissance, amnésie, mort, avec toujours ce programme de croire « je dois évoluer parce que je souffre ». Est-ce que vous vous rendez compte de la folie dans laquelle on est? Cette connaissance primordiale nous indique à coup sûr, même si, je l'entends bien, elle a été éparpillée en miettes depuis des millions d'années, mais il reste ce souvenir inconscient en soi. Elle nous dit ça. Faites attention à tout sauveur qui se présente à vous. Faites attention à ne pas être inconsciemment une victime. Faites attention de ne pas vouloir rattraper la victime en étant un bourreau soi-même. Faites attention de ne pas être dans le cerveau limbique qui vous identifie à manger, dormir, s'accoupler, avoir peur. Ce cerveau limbique qui vous indique aussi la paralysie, l'attaque ou la fuite. Ce système vous tient par la peur. Quelle tragédie d'être esclave. Quelle tragédie. Une chose qui est la plus importante à notre époque, c'est que nous sommes descendus si bas qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que la normalité pour un être humain. En fait, nous sommes des êtres anormaux. Nous ne sommes pas normaux. Nous sommes névrosés, déséquilibrés, en manque affectif, pas ancrés dans la terre, mal dans sa peau, empoisonnés par les aliments. Vous vous rendez compte que tout ce travail doit se réinstaller en vous. Et c'était la première étape qu'on demandait aux personnes qui souhaitaient faire un travail intérieur. N'oubliez pas ce terme de régénérer et de renaissance. Ces connaissances primordiales, ces deux mots sont le plus important. Renaître, c'est naître à nouveau. Se régénérer, c'est se générer à nouveau. Créer en vous les conditions de la mort, d'aller au-delà de la mort et de la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'il en reste au niveau métaphysique ? Je crois que cette connaissance primordiale nous indique une chose, être nous-mêmes à l'état pur. Elle nous indique aussi qu'il faut chercher l'erreur. Il ne faut pas chercher la vérité à l'extérieur de soi. Il faut chercher les erreurs qui nous éloignent de notre vérité interne, de notre état pur. Il faut arrêter de penser que les autres personnes ont trop de choses par rapport à nous. En fait, c'est en soi qu'il faut enlever ce qu'il y a en trop. En fait, cette connaissance primordiale, indiquée par ce dessin, nous explique deux choses. Il faut tenir tout à la fois, l'horizontale et la verticale. Vos formes, vos sensations, vos émotions, vos pensées, vous devez créer une stabilité en vous, un arbre de vie interne, une autonomie par rapport à vos identifications internes. C'est une chose très importante. Et aussi faire silence, faire un jeûne émotionnel, le silence. Retirez-vous du train dans lequel vous êtes, asseyez-vous sur un banc et laissez passer le train qui passe. Nous-mêmes à l'état pur. C'est de pouvoir faire ce travail petit à petit de l'égocentrisme au cosmocentrisme. C'est de bien prendre conscience en vous que vous avez deux inconscients. L'inconscient qui vous tient en contact direct avec le soi profond, qui vous alimente vers une évolution infinie, dans une joie infinie. Et l'inconscient résiduel, c'est l'inconscient de toutes les mémoires qui se sont cumulées au fil de l'humanité, qui vous ont manipulé à travers votre ligne individuelle de temps. À chaque instant, il vous est proposé deux choses. Soit vous restez endormi, soit vous tentez de vous éveiller. Tout ce qui est inconscient est projeté.
rendez-vous compte de ça. Tout ce qui est inconscient est projeté. Le but réel dans tout ça, c'est d'éliminer ce qui recouvre et élimine votre conscience infinie. Cette triangulaire-là est très importante pour sortir de votre prison interne. Votre corps énergétique porte les mémoires de tout ce qu'on a pu se dire. Il porte des mémoires de toutes les énergies usées que vous portez en vous. Le corps mental, chaque pensée que vous allez formuler d'une façon répétitive, alimentée par la matrice, va devenir une forme pensée. Cette forme pensée va nourrir l'égrégore matriciel. Voyez à quel degré chacun, dans votre vie quotidienne, vous devez penser à ça. Votre corps physique est votre prison interne, parce qu'il porte toutes les contractions et les tensions de votre passé à vous. Si vous ne travaillez pas un minimum sur votre centrage et votre enracinement, les choses se répéteront en lui. C'est pour ça qu'il est important de penser à deux choses. La dimension verticale, votre dimension verticale. À chaque instant, cet héritage de la connaissance primordiale est en vous. Vous n'avez pas besoin de devenir un rat ésotérique, un rat de bibliothèque, pour comprendre l'alchimie, les nombres d'or, etc., l'énergie libre, pour essayer de trouver votre vérité. Votre vérité, elle est dans le cœur. Votre vérité est là où vous en êtes émotionnellement. Votre vérité est dans le verrouillage de votre cœur. C'est ce cœur-là qui vous ouvrira les portes de la dimension intuitive et du cœur intuitif, la dimension infinie de l'espace. N'allez pas chercher ailleurs, ce serait une fuite. Travaillez sur vous-même. C'est la seule façon, avec le silence intérieur, d'appréhender le fameux nombre d'or. Dimension verticale, le bonheur non dépendant. Acquérir une joie sans raison, une joie de vivre sans raison. Travaillez sur que votre ego devienne en bonne santé. La seule façon de comprendre toute la dimension interconnectée de la connaissance primordiale est de pouvoir, avec votre ego, de le transformer en bonne santé. Un ego en mauvaise santé ne pourra pas accéder à des dimensions spirituelles. Structuration est très importante avec l'ancrage. Enfin, la tyrannie du passé. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est cette tyrannie-là du passé qui nous cultive. La tyrannie du passé nous cultive dans une répétition. La matrice cultive ce passé. Nous cultivons notre passé et nos blessures chéries. Nous cultivons ces répétitions. Et quand nous commençons à les comprendre, nous devenons amnésiques et le processus se répète. Donc l'idée est de bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller acquérir quelque chose qui vous manquerait, c'est d'enlever ce qui est en trop pour atteindre ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire la perfection. J'ajouterai, pour terminer, Marc, le nous-mêmes à l'état pur, c'est une citation de Scott Fitzgerald. On devrait comprendre que les choses sont sans espoir et cependant décider à les changer. Comprenez qu'on pourrait vite comprendre que les choses sont sans espoir. Mais en fait, c'est un défi pour chacun d'accélérer son processus d'évolution. C'est un défi pour chacun de comprendre toutes les hypnoses, l'état hypnotique qui dure depuis des millénaires, qui nous fait croire à la culpabilité, à la résurrection, qui nous fait croire à l'attirance pour la lumière, au rachat des péchés, qui nous fait croire à des tas de choses. Dépouillez-vous de ça et faites le grand saut. Vous n'avez pas besoin de formulation extérieure pour retrouver en vous cette confiance où vous êtes parfait. Alors, soyez
vous-même à l'état pur. Après, c'est le débat. Ouais. D'après. S'il y a débat, évidemment, il n'y a pas d'obligation.